Ohana signifie famille. Et les films Disney ont bercé notre enfance, avec leur magie, leur musique et leurs histoires pleines d'espoir. De la beauté lumineuse de Cendrillon à l'innocence de Blanche-Neige, Disney a le don de transformer les contes en véritables chefs-d'œuvre enchanteurs. Pourtant, derrière ces récits édulcorés se cachent souvent des versions bien plus sombres et tragiques. Dans les contes originaux, les épreuves sont bien plus cruelles et les fins loin d'être toujours heureuses, dévoilant un contraste saisissant entre la magie de Disney et la dureté des histoires d'antan. Laissez-moi donc vous conter la vérité derrière les contes Disney. Commençons tout de suite avec l'histoire de la petite sirène. Le début du conte de Hans Christian Andersen correspond avec la version de Disney. Une sirène remonte à la surface et sauve un prince beau gosse de la noyade. Sauf qu'une autre meuf arrive et la sirène se barre, pour ne pas être repérée, faisant passer la nouvelle pour une sauveuse. La petite sirène voulant séduire le prince pour avoir l'âme éternelle d'un humain, demande à une sorcière des jambes pour pouvoir le retrouver sur Terre. Et ce, en échange de sa langue, et non pas uniquement de sa voix. Quand elle débarque sur la terre ferme, chaque pas est aussi douloureux que de marcher sur des couteaux aiguisés, mais surtout coup de grâce, le prince est tombé amoureux de l'autre meuf. La petite sirène apprend que si le prince épouse une autre femme, elle se transforme en écume, et forcément sans langue pour parler, ça va être tendu de lui dire la vérité sur son sauvetage. Je vous épargne les détails, mais le prince il va épouser l'autre fille, et en plus de ça, on apprend que c'était une princesse. Dernier rebondissement, les sœurs de la petite sirène lui donnent un couteau magique et lui expliquent que pour annuler le sortilège, il faut qu'elle le plante dans le cœur du prince. Sauf que, complètement bornée, elle refuse et elle se jette dans la mer et se transforme en écume. Mais le conte finit quand même bien, parce que la petite sirène, pour sa bonne action, se retrouve dans un espèce de paradis. Enfin bref, ce que je retiens, c'est qu'elle aurait mieux fait de rester dans l'eau. Réponse. Dans le conte des frères Grimm, les parents de Réponse sont obligés de les livrer à la sorcière pour la simple et bonne raison qu'ils sont venus cueillir des fleurs dans le jardin de celle-ci. Un peu extrême, non? Ensuite, c'est l'histoire qu'on connaît. Réponse et ses longs cheveux sont enfermés dans une tour jusqu'à ce qu'un prince vienne lui rendre visite et tombe amoureux d'elle. La sorcière l'apprend, coupe les cheveux de Réponse, se fait passer pour elle et fait tomber le prince du haut de la tour. Sauf qu'il atterrit dans des ronces qui lui crèvent les yeux. Et ouais, ça pique. Errant aveugle à la recherche de sa bien-aimée durant des années, il entend un jour sa voix et la retrouve. Réponse tout ému de revoir son prince se met alors à pleurer, et la magie les larmes coulent dans les yeux du prince, qui recouvre la vue. Tout est bien qui finit bien. Bon, ça aurait pu quand même mieux se passer, hein. On va pas se mentir. La Belle au bois dormant. Il existe pas mal de versions de ce conte, mais la plus connue étant celle de Charles Perrault. Fun fact, il s'est lui-même inspiré de Soleil, Lune et Thalie, de Giambattista Basile. Ici, la Belle au bois dormant s'appelle Thalie et se plante une écharde en lin dans le doigt, qui va la faire tomber dans un très profond sommeil. Pour le moment, on connaît. Sauf qu'à partir de là, ce n'est pas ce cher Philippe qui débarque, mais un roi random, qui tombe amoureux d'elle, et la vie dans son sommeil, et repart. On est loin du Disney là, hein. Et ça ne s'arrête pas là. 9 mois plus tard, Thalie accouche de 2 jumeaux, encore endormi. Un des 2 enfants lui suce alors le doigt, enlevant ainsi l'écharde empoisonnée, ce qui la libère de son sommeil. Ok, ça peut être encore pire. Un jour, le roi décide de revenir. Il découvre sa progéniture, qui décide d'appeler Soleil et Lune, et bien évidemment, Thalie tombe amoureuse de lui. Logique. Sauf que vous vous en doutez, pendant 9 mois, le roi il a eu le temps de se trouver une petite femme. Celle-ci, elle est jalouse et elle veut faire manger au roi ses enfants et brûler vive Thalie. Mais je vous rassure, ses plans vont être déjoués et le violeur finit heureux avec sa victime et ses enfants. Youpi! Blanche-Neige et les 7 nains. À nouveau, les frères Grimm ont frappé avec un conte bien cruel. La base de l'histoire est la même, à l'exception près que le chasseur n'est pas venu chercher le cœur de Blanche-Neige, ce qui était déjà pas mal, mais pour lui arracher son foie et ses poumons que la reine veut dévorer pour obtenir sa beauté. Ouais. Ah, et aussi un petit point que j'ai oublié de vous préciser, la princesse a 8 ans. C'est pas moi qui écris les histoires, hein. C'est pas moi. Promis, hein. Bon, ça va, je vous rassure, le chasseur il est cool, il la laisse partir et il tue un marcassin à la place. Hélas, le miroir va cafeter et la méchante va tenter de tuer non pas une fois, ni 2 fois, mais bel et bien 3 fois la princesse. Ça y est, un moment frérot, lâche l'affaire, non? Je vais quand même vous montrer à quel point la méchante est vraiment claquée au sol. Elle ferait mieux de changer de boulot. Alors d'abord, déguisée en vieille marchande, elle lui offre un lacet de corset avec lequel elle étouffe Blanche-Neige. Mais les nains coupent le lacet et lui permettent de respirer à nouveau.
Merci les gars. Ensuite, elle lui vend un peigne empoisonné qui lui fait perdre connaissance. À nouveau, les nains déboulent et lui retirent le peigne des cheveux pour qu'elle revienne à la vie. Ils sont tout pourris ces moyens, hein, parce que vraiment, s'il faut juste enlever le peigne, elle le fait, elle tombe, le peigne il part, c'est bon, c'est raté ton truc. Hein. Et enfin, avec la pomme empoisonnée. Qui la tue vraiment cette fois-ci? Hein, bah oui, normal, les nains ils ont pas trouvé l'objet parce que bah elle l'avait mangé quoi, donc ils ont rien pu faire. Ciao. Là les nains ils étaient vraiment trop tristes de perdre leur femme de ménage. Ils mettent alors ensuite son corps dans un cercueil en verre. Et c'est ainsi qu'un prince beau gosse passant par là repère le cercueil et, devinez quoi? Il tombe amoureux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il décide d'emmener le cercueil avec lui. On rappelle qu'elle a 8 ans. Hein. De là, un des porteurs pas très doués va trébucher, et par chance, il va faire tomber le cercueil, Blanche-Neige va tomber, et ce qui va permettre de faire sortir le bout de pomme coincé de sa gorge, et de la réveiller. Le prince et Blanche-Neige vont alors se marier, et décident de convier la sorcière au bal, et pour la punir, ils vont l'obliger à danser avec des souliers brûlants toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle en meure. Happy end quoi. Cendrillon est probablement le conte qui possède le plus de versions différentes à son actif. Mais on va se concentrer sur la version de nos chers frères Grimm, qui s'appelle Aschenputtel. Cendrillon vit avec son père, sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs. Et se surnomme ainsi car elle dort dans les cendres du foyer, en plus d'être la femme de ménage. Pas très Ohana tout ça, hein. Elle parvient à assister au bal du roi, qui cherche une femme pour son fils. Le bal se déroule sur 3 soirs, et grâce aux oiseaux qui se trouvent dans l'arbre situé près de la tombe de sa mère, Cendrillon est la plus belle tous les soirs. Petite particularité, ce ne sont pas des pantoufles en verre qu'elle porte, mais des pantoufles en or. Et à chaque fois après avoir dansé avec le prince, elle s'enfuit pour retourner dormir dans les cendres. Pourquoi, je ne sais pas, mais probablement parce qu'elle était blonde. Sauf que le prince, vous vous en doutez, il en a un petit peu marre qu'elle se barre à chaque fois, quoi. En même temps, je fais un date avec une meuf, elle se barre 3 fois après qu'on ait date, et je commence à me poser des questions, frérot. Hein. Bref, le prince qui en a un peu ras le cul... de courser après tout le temps, il a une super idée. Il se dit quoi? Je vais mettre de la colle sur les escaliers, comme ça, elle pourra pas se barrer. Sauf qu'elle a juste perdu sa chaussure, frérot, je pense qu'il y a des meilleurs moyens de faire ça. Et du coup, il part ensuite, comme dans le conte classique, faire le tour de tout le monde avec sa jolie pantoufle, en espérant que quelqu'un ne fasse pas la même pointure qu'elle. Évidemment, les 2 gentilles belles-sœurs de Cendrillon, qui veulent absolument épouser le prince, vont écouter les conseils de leur mère, et se mutiler les pieds pour rentrer dans la pantoufle. Voilà, donc il y en a une qui se coupe le gros de pied et l'autre le talon. Parce que de toute façon, quand t'es reine, t'as pas besoin de marcher. Logique. Sauf que les oiseaux ils vont cafeter au prince et il va voir que la chaussure elle est ensanglantée. Et c'est à ce moment-là que Cendrillon débarque, enfile la pantoufle et se casse illico presto avec le prince au château. Cerise sur le gâteau, les oiseaux, c'est des petits farceurs. Ils décident de faire une petite surprise aux belles-sœurs de Cendrillon le jour du mariage en leur crevant les yeux. Voilà, les rendant ainsi aveugles et mutilés des pieds. C'est moins glamour que l'histoire de Disney quand même. Passons maintenant à un des meilleurs Disney qui existent. Je parle bien sûr de Mulan. La Mulan de Disney, pour ceux qui ne savent pas, est inspirée de Huan Mulan, légende chinoise, elle-même inspirée d'un poème chinois qui s'appelle La Ballade de Mulan. Et spoiler alert, Disney ils ont tout changé. Déjà, Mulan c'est la fille d'un officier qui l'a entraînée aux arts martiaux depuis toute petite. Pourquoi? Parce que son père il est trop âgé pour aller faire la guerre, et ses 2 petits frères ils sont trop jeunes. Du coup, elle s'est dit, let's go, c'est moi qui vais. Et autant vous dire que Mulan, elle est sacrément badass. Hein. Elle va passer 12 ans aux côtés de l'armée, où elle enchaîne des stratégies complexes et gagne différentes batailles qui fera d'elle un général. Sauf que pendant tout ce temps, il y a personne qui capte que c'est une femme. La guerre finie, l'empereur propose aux différents guerriers s'étant distingués différentes richesses, et même de devenir ministre. Mulan refuse et demande uniquement un cheval pour pouvoir rentrer le plus vite auprès de ses proches. Une fois les retrouvailles terminées, elle reprend le tissage qu'elle avait laissé auparavant, et reprend ses habits de femme. Évidemment, quand elle recroise ses anciens collègues, ils sont un petit peu surpris de voir que leur bro, en fait c'est une sista. L'empereur, lui, l'apprend et décide d'en faire sa concubine, parce qu'il est charmé par tant d'audace. Cependant, Mulan refuse, mais l'empereur c'est un petit peu un gros forceur. Du coup, Mulan décide de se suicider en sautant sur son épée. Voilà, enfin, on est un peu loin du mariage avec le général Chang. Hein. Passons maintenant à Pinocchio, et je tiens à vous prévenir tout de suite que celui qui a écrit les aventures de Pinocchio, Carlo Collodi, c'est un véritable sadique, il déteste les enfants. Hein. Dans l'œuvre originale, Pinocchio est un pantin stupide, désobéissant et vicieux. En même temps, son daron, qui n'est autre que Geppetto, il est pas tout rose non plus lui, parce que c'est un putain d'alcoolo qui frappe des enfants et qui finit en prison.
Pinocchio, tout content de pouvoir vivre seul, rencontre le grillon qui parle, qui le mettra en garde et lui dira d'obéir à son père. Sauf que, en véritable tête à claque, Pinocchio écrasera le petit criquet à l'aide d'un marteau. Rip Gemini, obligé de mendier dans la rue après cela, c'est pas des pièces que les passants lui jettent, mais des seaux d'eau. Complètement gelé, il rentre alors chez lui, il se pose au coin du feu, sauf que manque de bol, ses petons ils prennent feu. Pour arranger tout ça, Geppetto il sort de prison et il va décider de s'occuper de son fils. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non, Pinocchio continue de foutre la merde. Je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça! Et sera empoisonné, frappé, poignardé, privé de nourriture, transformé en âne, et j'en passe. Et vous savez quoi? Il devient même pas un petit garçon, mais il est pendu par ses ennemis. Morale de l'histoire, écoutez vos parents. Là les darons racontaient le véritable conte à vos enfants, je peux vous dire ils vont plus vous désobéir. Peter Pan. C'est à J.M. Barrie que l'on doit le personnage de Peter Pan. Loin du héros joueur, insouciant et vert que l'on visualise. Pour commencer, l'auteur a vécu un drame. La mort de son frère âgé de 14 ans, alors que lui-même n'en avait que 7, et dont sa mère ne se remet pas, à tel point qu'elle délaisse son autre fils. Autant vous dire qu'il s'est pas mal inspiré de sa propre vie pour écrire Peter Pan. Peter Pan, enfant abandonné par sa mère et incapable de ressentir quoi que ce soit. Il refuse de grandir et déteste les adultes, à tel point qu'il respire et halète fort lorsqu'il apprend qu'à chaque respiration, un adulte meurt. Par contre, Peter recueille en effet des enfants abandonnés, ou potentiellement morts, au vu du livre Neverland, le pays où vous ne voulez jamais aller. Toutes les créatures qu'on y trouve sont diaboliques et sanguinaires, et même Peter Pan n'est qu'un gamin égoïste et hautain qui n'en a rien à cirer des autres. Même pas de Wendy, seules ces histoires l'intéressent. Et au passage, vous savez ce qui arrive aux enfants disparus? Parce que, ouais, eux ils grandissent tous, y a que Peter Pan qui reste un enfant. Eh ben, vous allez rire, parce que soit ils parviennent à s'échapper de Neverland, soit ils sont tués par Peter Pan. Parce que oui, grandir, c'est contraire au règlement. Il ne veut même plus de Wendy parce qu'elle est trop vieille, mais il continuera d'embarquer sa fille, sa petite-fille, son arrière-petite-fille, etc. jusqu'à la fin des temps. Ah, il est génial Peter Pan, on a vraiment envie de partir avec lui. Ouais, quel malade. Et on passe maintenant au dernier Disney avec Le Bossu de Notre-Dame. Tiré du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame n'est pas joyeux. Dans genre tout le monde meurt, mais vraiment tout le monde meurt. Comme dans la version de Disney, Esmeralda est amoureuse de Phoebus. De son côté, Quasimodo a été recueilli par Claude Frollo, alors qu'il n'avait que 4 ans, et il se distingue par sa laideur. Frollo est un archidiacre très intelligent et a fait le serment de ne jamais avoir de relation avec une femme. Mais vous vous en doutez, tout va se compliquer. Esmeralda est raide dingue de Phoebus, mais il est malheureusement fiancé à une certaine Fleur de Lys, et il est pas du tout amoureux de notre bohémienne préférée. Cependant, Frollo, lui, il est raide dingue d'Esmeralda. Le serment, il en a plus rien à foutre. Fais qu'elle soit à moi et à moi seul. Mais le petit Phoebus, c'est un petit coquin, parce qu'il serait pas contre un petit coup d'un soir avec la petite Esmeralda là. Et accrochez-vous bien, Frollo va la prendre et va payer Phoebus pour pouvoir assister aux ébats entre Phoebus et Esmeralda. On a un peu dérivé, ouais, je suis d'accord. Mais Frollo, c'est un petit malin, parce qu'il va profiter de cette occasion pour poignarder Phoebus pendant l'acte, et tout le monde va croire que c'est Esmeralda qui a fait le coup. Ouais. La pauvre. Du coup, peine de mort, elle va devoir être pendue, mais Quasimodo vient la sauver de la pendaison, il la met à l'abri dans l'église, où il tombera peu à peu amoureux d'elle. Faute à pas de chance, Esmeralda apprend que Phoebus est toujours vivant. Elle croit alors qu'il est fou amoureux d'elle, mais lui il en a toujours rien à carrer. Avec l'aide de son frère, qui d'ailleurs se fera aussi tuer, Frollo kidnappe Esmeralda pour lui déclarer sa flamme, mais il se fait méchamment friendzone. Pris d'un somme intersidéral, il va la livrer pour qu'elle se fasse exécuter. You're a liar. Il assiste à la pendaison avec Quasimodo, son fils, qui comprendra que c'est la faute de son père, et qui le poussera du haut de Notre-Dame. Suite à cela, Quasimodo il va aller récupérer le corps d'Esmeralda, et il va aller s'enfermer dans une cave avec elle, en la tenant dans ses bras jusqu'à mourir de faim. 2 ans plus tard, les 2 squelettes seront retrouvés enlacés. Trop mignon. Voilà, cet épisode sur la vérité derrière les contes Disney est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez un deuxième épisode, parce qu'il y a vraiment matière à en faire un deuxième. Et puis, je laisse le mot la fin à Stitch. Abonnez-vous.